Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h45, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. En forme ce matin? En pleine forme. Vous n'êtes pas allé danser, écouter de la musique hier soir dans les rues comme des milliers de personnes, sans vraie distance, peu de protection, etc. Est-ce qu'on va trop vite, selon vous d'ailleurs, dans le relâchement après Covid ? Moi, je ne suis pas placé pour bien placé pour le dire. Ce serait évidemment aux autorités compétentes qui disposent de toute l'information nécessaire. Mais les images vous ont choqué ou pas, non, de voir ces milliers de personnes sans protection? Le contraste est frappant avec les règles qui nous étaient imposées il y a encore quelques jours, et on a du mal à comprendre effectivement ce qui explique la transition vers cette situation. Mais encore une fois, il faut se remettre à vivre si le contexte épidémique le permet. Je ne vois pas ce qui obligerait à maintenir des restrictions encore au-delà du nécessaire. Même chose, même schéma pour les... Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Non, bien sûr. Non, mais vous êtes homme politique et donc vous avez un regard. Je me contente de dire que sur un sujet comme celui-ci... Même schéma pour les écoles et les collèges. Le retour est normal, justement, avec aujourd'hui un protocole sanitaire qui est allégé. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe sur le terrain de l'éducation, et même les enseignants, les collègues avec lesquels je parle me disent que aujourd'hui il est très difficile de suivre les décisions successives du ministère. Alors évidemment la crise est difficile à gérer, mais je dois dire que, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, l'éducation aura été l'une des très grandes victimes de cette crise du coronavirus. Les professeurs se sont beaucoup mobilisés dans leur immense majorité au moment où le confinement a été déclaré. Je rappelle que vous êtes prof. Exactement, je suis professeur de philosophie et je vois à quel point l'éducation nationale, en tous les cas les professeurs sur le terrain se sont mobilisés pour faire en sorte que les élèves puissent continuer d'être accompagnés dans cette période. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'il y a eu des décrocheurs et que les enseignants n'étaient pas toujours derrière les élèves. Sur 850 000 collègues, évidemment que vous en avez qui font moins bien leur travail que d'autres, mais une immense majorité de professeurs s'est engagée à fond, disons-le. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont dû faire avec les moyens du bord et souvent avec leurs propres moyens, c'est-à-dire investir pour beaucoup avec des rémunérations qui ne sont pas toujours astronomiques. Ils ont dû investir pour avoir les moyens de faire cours, les moyens d'assurer leur mission. Ils l'ont fait sans renacler et pour des raisons qui sont évidemment liées à la reprise, au redémarrage de l'activité, mais aussi des raisons d'affichage. On les a contraints à retrouver ensuite des cours en présence des élèves, mais d'une manière tellement complexe, tellement sophistiquée qu'il était extrêmement compliqué, y compris pour les élus locaux, je l'ai vu aussi, de savoir comment cette reprise allait s'organiser. Et je crois que là, il y a toute une génération qui aura été privée de quelques semaines précieuses de cours, mais aussi de quelques moments très importants de la vie scolaire, et je pense en particulier au baccalauréat. Je crois qu'on peut dire que le baccalauréat aura été cette année, après une année dernière qui avait déjà été incroyablement compliquée, le baccalauréat aura été cette année purement et simplement sacrifié. En tout cas, est-ce que comme pour le personnel soignant, il est important aussi de revoir un petit peu les choses aujourd'hui pour les enseignants, c'est-à-dire à la fois les rémunérations, la façon de travailler pour demain? Il doit y avoir une réforme qui doit être engagée, des moyens supplémentaires mis sur la table? Bien sûr, c'est absolument fondamental. On sait que en France, les enseignants sont beaucoup moins bien payés que la moyenne de l'OCDE, alors que notre pays est un pays dans lequel le niveau de vie est supérieur à celui de l'OCDE, le coût de la vie aussi, donc par conséquent. Donc il y a évidemment un décrochage, et ce décrochage, il fait partie de la crise symbolique du métier enseignant. Je crois que cette crise est d'abord intérieure. Je l'ai dit, ça a été mon premier engagement. Nous vivons en France une forme de rupture de la transmission. Le métier même d'enseignant a été déconsidéré au motif que le professeur ne devait plus transmettre des savoirs, mais que les élèves devaient construire par eux-mêmes leurs propres connaissances. Toutes ces idées, toutes ces visions de l'enseignement ont contribué à faire perdre son sens au métier de l'enseignement, à tel point que dans un pays où le chômage de masse est désormais une donnée structurelle depuis longtemps, on n'arrive pas à recruter des enseignants. Et que dans tous les concours de l'enseignement, le recrutement se fait aujourd'hui de plus en plus difficile. Donc ça veut bien dire qu'il y a un malaise très profond, et évidemment il faut redonner toute sa place, toute sa légitimité, il faut redonner toute sa consistance au métier de l'enseignement. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit avec le bashing, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais elle est aujourd'hui bien courante. Je ne crois pas que ce soit avec cette espèce de critique permanente des enseignants qu'on arrivera à redonner tout son sens à ce métier magnifique. En parlant d'école et d'enseignement, François-Xavier Bellamy, est-ce que c'est justifié ou inquiétant de voir le militantisme antiraciste qui réclame la réécriture de l'histoire en France ?
très inquiétant. On est dans un moment extrêmement préoccupant où, au nom de l'antiracisme ou au nom d'un antiracisme devenu fou, on voit réapparaître des tensions raciales et des clivages racialistes. La semaine dernière, au Parlement européen, nous étions en session plénière et nous avons dû voter sur une résolution portée par une majorité de nos collègues qui exigeait que nous écrivions que les vies noires comptent, et donc pour la première fois nous avons fait revenir dans un vote d'un Parlement une séparation ethnique. Et par ailleurs, dans cette résolution, il nous était demandé de souscrire à l'affirmation que l'Europe applique des politiques de racisme structurel dans tous les domaines de l'action publique. Je crois que quand on en arrive à un tel niveau de délire, d'abord, d'une part, d'autre part, d'autoflagellation, peut-être eu, en fait, il y a eu beaucoup d'abus aussi, peut-être. C'est pour ça. Quand on entretient un ressentiment qui me paraît absolument infondé, un ressentiment global qui ne peut conduire qu'à la spirale de la violence, je crois qu'on mais qui est derrière? D'où ça vient d'irresponsabilité collective. Qui est derrière? Alors d'où ça vient, selon vous? Il y a évidemment aujourd'hui dans nos sociétés, depuis longtemps malheureusement, nous le savons bien, l'agenda politique de gens qui rêvent de voir ressusciter, après l'échec de l'idée de la lutte des classes, de voir ressusciter l'idée d'une lutte des races. Alors c'est qui ça? Comme si au fond, et je reviens sur l'idée de racisme structurel. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société. Bien sûr qu'il y a des situations d'injustice qu'il faut combattre. Bien sûr qu'il y a des faits de racisme qu'il faut condamner. Mais il n'y a rien de tel que le racisme structurel, c'est-à-dire une espèce de racisme dont nous serions tous coupables, vous et moi, que nous l'ayons voulu ou non, que nous ayons posé des actes racistes ou non, nous serions tous coupables de racisme. C'est ce qu'on voudrait nous faire avaler à travers une telle idée. Eh bien, cette idée-là, au fond, elle revient directement à la grande tradition marxiste, c'est-à-dire à l'idée que la société est une espèce de guerre perpétuelle et que nous sommes tous les acteurs de cette guerre, que nous le voulions ou non. Les moi, marxistes, je refuse. Donc c'est la France insoumise. C'est qui derrière? Alors parce que vous avez dit certains, mais alors c'est qui? Mais il y a toute une certaine gauche. Heureusement, il y a une tradition de la gauche universaliste qui aujourd'hui d'ailleurs se révolte contre cette espèce de perspective catastrophique et sans projet qui ne peut conduire nulle part. Mais oui, il y a toute une tradition de la gauche, il y a toute une vision politique conflictuelle de la société qui est aujourd'hui en train de gagner du terrain. Et quand je vois qu'on en est à interdire des œuvres d'art, quand je vois qu'on déboulonne des statues, quand je vois que tout récemment encore, le livre de la jungle, le dessin animé de Walt Disney vient de faire l'objet d'un avertissement aux États-Unis parce que son contenu peut se révéler violent pour les représentations qu'il véhicule, je me dis que nous sommes en train de perdre la raison. On peut revoir en fait certaines choses, quoi. On a véhiculé en fait des images pendant des années sans trop se rendre compte aussi des conséquences, peut-être, François-Xavier Bellamy, non? Mais je crois que la conséquence la pire de toutes, c'est le moment où on commence à censurer des images. Évidemment que certaines représentations sont contestables, discutables. Eh bien, discutons-les. Bon, dites-moi, vous pourriez faire alliance avec Manuel Valls, mais l'intelligence, ça consiste à regarder précisément les œuvres d'art pour se laisser déranger par elles aussi, bien sûr. Et le moment où on se laisse déranger par une œuvre d'art, c'est le moment où l'art commence vraiment. Bon, vous tapez, vous pourriez faire alliance avec un républicain comme Manuel Valls, non? Mais il y a beaucoup de sujets qui nous opposent et qui nous distingue, mais je crois que sur un sujet comme celui-ci, ça fait en tous les cas longtemps que Manuel Valls alerte sur une certaine dérive de la gauche, en effet, que l'on voit se manifester d'une manière assez terrifiante. François-Xavier Bellamy, la Convention citoyenne pour le climat, 149 propositions. Sur la forme déjà, est-ce que cette convention correspond à une attente véritable des Français ? Alors une attente des Français, je ne le crois pas. C'est tout à fait frappant parce que on était en plein moment des gilets jaunes, en pleine contestation des institutions. On parlait de référendum citoyen. Les gilets jaunes s'en prenaient à la baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h. Et on se retrouve à la fin avec des propositions qui sont tellement éloignées des aspirations de début qu'on voit bien au fond qu'il suffit pas de tirer des gens au sort pour avoir une idée de ce que les Français veulent vraiment. Est-ce qu'ils étaient vraiment tirés au sort ou est-ce qu'ils étaient déjà engagés, entre guillemets, comme le disent certains? J'en ai aucune idée. Ce que je me borne à... Je pense qu'ils ont été vraiment tirés au sort, mais ce que je me borne à constater, c'est que le résultat final correspond exactement au cauchemar des Gilets jaunes. C'est-à-dire on voudrait encore abaisser la vitesse, on voudrait encore multiplier les sources de fiscalité, on veut encore rendre la vie quotidienne plus chère, y compris par exemple pour ceux qui ont réussi à devenir propriétaires d'un logement auquel on imposerait une rénovation thermique sans se préoccuper des moyens de la mettre en œuvre. On peut les aider, et puis en fait, en même temps, tout le monde s'y retrouvera peut-être aussi à la fin, quoi, non? Mais pour protéger notre planète. Le sujet est encore plus fondamental, si vous voulez. Le sujet, c'est
et ça c'est une question grave, qui touche aussi à celle qu'on évoquait juste avant. Quelle est la légitimité de nos institutions? Et au fond, je crois que le président de la République, qui ne cesse de dénoncer les populistes, est en train d'adopter ici un virage authentiquement populiste. Est-ce que la démocratie représentative est à ce point discréditée qu'on considère que 150 personnes tirées au sort, qui travaillent dans un milieu fermé, vont suffire à produire des propositions qui ressemblent vraiment à ce que veulent les Français? Eh bien, je ne le crois pas, et c'est ce qu'on est en train de voir à travers une initiative comme celle-là. Moi, je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas quelle est leur légitimité, je ne sais pas quelle est leur vision politique, je n'ai pas voté pour eux, je ne vois pas au nom de quoi la décision qu'on me présente aujourd'hui comme étant le résultat de leur spéculation à l'intérieur d'un hémicycle clos que je n'ai pas pu suivre devrait s'imposer à moi comme citoyen. À partir de là, François-Xavier Bellamy, est-ce que Emmanuel Macron peut organiser un référendum à choix multiples alors? Ce serait une solution? La question, c'est sur quoi porte le référendum. Mais quand on sur la Constitution? Quand on me parle d'un référendum sur l'isolation des logements, puisque c'est de cela qu'il a été question, je me dis qu'il y a quand même un sujet majeur. On vient de traverser une épidémie dévastatrice, on est à la veille d'une crise économique globale immense. Il y a le crime d'écocide, par exemple, qui pourrait être... Et puis revoir la Constitution. On peut agiter les grands mots autant qu'on le voudra. Réviser la Constitution pour dire qu'il est interdit d'attenter à l'environnement, ça me paraît à la fois très déclamatoire et potentiellement très attentatoire à nos libertés fondamentales. Je pense que la question écologique est un sujet majeur. Mais ce qui m'inquiète dans ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est l'idée que la liberté de l'être humain est forcément antinomique avec la préservation de l'environnement. Et que pour préserver la planète, il faudrait restreindre nos libertés fondamentales. Parce que c'est ce qu'on voudrait nous proposer dans cette révision de la Constitution. Je ne la connais pas encore, cette révision, mais la formule qui nous a été décrite, c'est l'idée qu'il pourrait être légitime de restreindre les libertés fondamentales de l'individu si c'est pour protéger l'environnement. Rapidement. Moi, je crois qu'il n'y a aucune tension entre les deux et que ce qui doit nous permettre de préserver la planète, c'est aussi l'inventivité humaine, la capacité de la liberté humaine d'innover, de rechercher et de proposer un progrès. Et c'est vers cela qu'on doit se tourner plutôt que François-Xavier Bellamy, un sondage Sud Radio ce matin, IFOP Fiducial, montre que finalement ça n'imprime pas pour François Baroin ou Xavier Bertrand. 10, 11, 12% seulement. Pourquoi ça n'imprime pas à droite? Mais il ne vous aura pas échappé que l'élection présidentielle est dans 2 ans, donc il me semble que... D'accord, voilà. Donc, 2 ans avant la présidentielle de 2012 ou celle de 2017, les sondages étaient bien loin de savoir qui pouvait... Question de Cécile de Ménibus. Oui, dans une interview accordée à France 3, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, revenait sur l'interpellation de l'infirmière lors des manifestations. Et écoutez ce qu'elle a dit. Mais en même temps, je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Là, c'était une adulte, hein. Des propos considérés comme indignes dans le cadre de ses fonctions. Vous en pensez quoi? Alors j'ai bondi moi aussi parce que j'ai entendu cet extrait hier comme beaucoup sur les réseaux sociaux et je dois dire que j'ai pris le temps d'aller regarder la séquence dans son ensemble. En réalité, ce que dit Sibeth Ndiaye, et je voudrais pas me faire le porte-parole de la porte-parole du gouvernement, mais ce que dit Sibeth Ndiaye, c'est que si l'infirmière que l'on voit lancer des pierres sur les policiers n'était pas condamnée, elle ne saurait pas comment dire à ses enfants qu'il est mal de jeter des pierres sur les policiers. Elle veut donc dire qu'il est nécessaire qu'une procédure judiciaire ait lieu contre cette femme que l'on a tous vue lancer des pierres sur la police. Je trouve que l'expression de Sibeth Ndiaye est incroyablement contournée et je ne crois pas qu'on ait besoin de tant de mots pour dire une chose très simple qui est « il ne faut pas jeter des pierres sur les policiers, un point c'est tout ». Mais je pense qu'on lui ferait un mauvais procès en se fondant uniquement sur cet extrait et pour ma part je pense que, et c'est d'ailleurs une réflexion qu'il faut avoir, y compris du point de vue philosophique, j'allais dire, sur notre vie démocratique, je crois qu'il faut aussi faire attention de sortir de l'indignation réactive et d'essayer de se comprendre avant de se mettre systématiquement à dénoncer. Merci François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et on reviendra dans un instant sur l'enquête justement d'intention de vote présidentielle IFOP Fiducial pour CNews et Sud Radio. Il est 8h.